D'abord, faut-il dire Guy-Dru ou Guy-Drut? Eh bien, quand j'étais tout petit, je n'aimais pas qu'on m'appelle Drut, mais en fait, à Paris, comme tout le monde m'a appelé Drut, maintenant j'ai pris l'habitude et je dis moi aussi Drut. Guy-Drut, sur 110 mètres haies, vous avez franchi tous les obstacles d'une vie, et cette vie, c'est la vôtre. Vous venez, 10 ans après Michel Jazy, nous rappeler que la France peut ne pas être ridicule sur les stades du monde. Alors une individualité en hausse comme la vôtre, une individualité en pointe, pour un pays comme le nôtre, est-ce bien suffisant? Non, je ne peux pas vous répondre par l'affirmative. Il est bien évident que sur le plan sportif, surtout sur le plan élite et en athlétisme en particulier, il y a une pauvreté bien regrettable. Maintenant, il faut bien se rendre compte quand même que depuis quelques années, de gros efforts ont été faits et que par exemple, si on prend le judo, on a des résultats tout à fait corrects. En escrime, c'est pareil. En voile aussi. En automobile, ça marche pas mal. C'est surtout dans les grands sports je dirais presque de masse. J'aime pas employer le mot de sport de base parce qu'un sport n'est jamais de base. Vous voudriez dire sport populaire? Sport populaire, oui. Comme la gymnastique, la natation, l'athlétisme, où là, il est agrété. Moi, je pense que c'est un péché au niveau de l'élite. On n'a pas les représentants qu'une nation comme la France est en droit d'espérer. On peut vivre comme ça dans le passé, dans la nostalgie. Vous parlez d'athlétisme, on pourrait parler de ski, de natation, de football. Oui. En rugby, ça va très bien. En rugby, ça va pas mal. En football, il semblerait que les choses s'améliorent, vu à témoin les récents résultats de l'équipe de France amateur qui donc nous représentera à Montréal, je l'espère. Mais nostalgie, non, je pense qu'il y a des progrès à espérer, mais il faut que ce soit une prise de conscience générale, et aussi bien au niveau des pouvoirs publics, ce qui est en train de se faire, qu'au niveau des fédérations et au niveau des athlètes eux-mêmes, je pense. Enfin, sur 110 mètres haies, Guy-Drut, vous passez la rampe, mais en fait, c'est Guy-Drut qui est un exercice, c'est une promotion tout à fait personnelle. Oui, et c'est ce que je reproche un peu à d'autres athlètes. Il est bien évident qu'en 1968, nous avons avec l'équipe junior battu les Russes de 30 points, l'équipe du RSS. Et ces mêmes Russes aujourd'hui sont au premier plan pour la plupart, alors que de l'équipe de France, je sois le seul qui s'en soit tiré vraiment au niveau mondial, alors qu'il y a d'autres garçons qui ont réussi à percer aussi. Je pense par exemple à Tracanelli, à Cambrai, à Boxberger. Mais le reste de l'équipe, parce que nous étions quand même une quarantaine donc de gamins à cette époque-là, de gamins de 18 ans, le reste de l'équipe n'a pas confirmé. Et ça, je pense que ça vient un peu aussi des individus qui, à un certain moment, n'arrivent pas à avoir la volonté suffisante pour passer le cap, c'est-à-dire le cap du bon junior au stade d'athlètes de renommée européenne et voire mondiale. On les aide à avoir cette volonté? Bien sûr qu'on les aide, mais il y a un dicton qui dit que aide-toi et le ciel t'aidera. Alors il est bien évident que si sans rien faire on attend tous les services, c'est impossible. L'athlète, surtout en athlétisme, vu que c'est un sport individuel, l'individu est seul sur la piste et c'est à lui de faire ses preuves. Après, les aides viendront. Les aides viennent aussi au départ, mais s'il n'y a pas une volonté farouche de vaincre au départ, on s'en sortira jamais. Il y a quelques secondes, Guy-Drut, je parlais de Michel Jazy. Je crois savoir que vous êtes né dans le même village, dans la même ville peut-être. Oh, la même ville, une petite ville. Oigny, dans le nord, ça, et dans la même rue. Pas-de-Calais. Dans la même rue et deux maisons qui se font face. On peut expliquer cette situation? C'est un signe du destin? Je ne sais pas, non, je crois que c'est plutôt un hasard heureux. Enfin, vous venez du Nord, un enfant des brumes, dit-on, voilà, mais qui était fait pour le soleil. Je disais promotion personnelle, le sport vous a aidé à vivre, vous a aidé à vous manifester et à exister, vous devez tout au sport. Pratiquement, oui, parce qu'en plus, il faut voir tous les contacts humains, l'aspect humain que peut apporter à ce niveau-là le sport. Certains détracteurs disent que la compétition est aliénante, et moi je suis absolument contre cette pensée, parce que évidemment, si on ne fait pas attention, il est bien évident que la compétition peut devenir aliénante. Mais quand on fait preuve d'un peu de bon sens et quand on est bien conseillé,
il y a un enrichissement extraordinaire au niveau des voyages, au niveau des rencontres avec les athlètes des autres pays, des autres nations, des régimes totalement différents, des races totalement différentes. Il est bien évident que l'enrichissement humain peut être très profitable. Encore faut-il savoir en profiter. Et puis aussi sur le plan de, je dirais pas de la débrouillardise, mais par exemple, dans ce que je fais aujourd'hui, rien ne m'appelait avant, si vous voulez, à devoir me débrouiller devant un micro. Bon, il a fallu que j'apprenne à le faire, et ça, je l'ai eu par le sport. Vous êtes un gagneur. Ah oui, oui. Vous refusez l'échec. Je refuse l'échec, foncièrement. Votre plus belle victoire, c'est contre les Américains sur 60 mètres. Non, ma plus belle victoire, à ce que je pense, la plus belle victoire, pas sur le plan sportif pur, mais pour moi, sur le plan, dirons-nous, affectif, c'est à Édimbourg en 1973, parce que la course se faisait exactement 8 jours, même 7 jours. C'était une finale de Coupe d'Europe, donc très importante. Il y avait les meilleurs athlètes européens. Et je me suis marié, la course avait lieu le 8 septembre, et je me suis marié le 1er septembre. Alors il avait vraiment fallu et là je pense avoir fait preuve de solidarité vis-à-vis de l'équipe de France, et c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais me reprocher. Et j'étais présent avec les autres, et malheureusement j'étais le seul à gagner ce jour-là. Comment regardez-vous vos adversaires? Vous avez de l'estime pour eux? Énormément d'estime. De l'estime et surtout du respect. Parce que ce sont des garçons qui se battent avec des armes nobles. Et on a tous les mêmes armes. Nous sommes surtout dans les courses en ligne droite. Vous savez, il y a des couloirs, donc il est pratiquement impossible de tricher, même au niveau du départ maintenant, vu qu'il y a des contrôles électroniques. Et je sais ce que ces garçons ont fait pour parvenir à ce niveau-là, vu que je l'ai fait moi-même, et j'ai énormément de respect pour mes adversaires. Guy Drut, avez-vous conscience que toute votre vie, vous l'avez gagnée en 13 secondes? Oui, j'en ai conscience, mais la vie ne s'arrêtera pas à Montréal. Et enfin, pour sourire un peu, je voudrais dire que j'aimerais bien la gagner en 12-9. Ce serait préférable. Vous parlez de Montréal, mais rappelez-vous Jazzy à Tokyo. Oui. Alors... Pardonnez-moi d'attrister ce commencement d'entretien. Non, pas du tout. On n'attriste pas du tout. De toute façon, je suis toujours en contact avec Michel Jazzy. Et moi, je tiens compte de l'expérience des prédécesseurs. Je ne dirais pas que je suis un empiriste, loin de là, mais il y a des gens qui ont fait ce que je fais avant, et surtout lui en particulier, vu qu'on se retrouve exactement dans la même situation. Lui avait eu la médaille d'argent à Rome, et il était favori olympique à Tokyo. Moi, j'ai eu la médaille d'argent à Munich, et je serai favori olympique à Montréal. Donc je lui ai demandé, surtout, donc comme il a perdu et que je ne voudrais pas que la même mésaventure m'arrive, je lui ai demandé les raisons de son échec, et on en a discuté très souvent, et je tiendrai compte de ses conseils. J'ai l'impression, Guy Drut, que les choses ont changé maintenant. On demande aux champions d'avoir en plus des qualités intellectuelles. Vous le disiez d'ailleurs vous-même à l'instant, vous avez appris à parler. Voilà, je voudrais pas paraître prétentieux comme beaucoup le croient, mais... Beaucoup le croient? Oui, ça c'est libre à eux. Mais je fais une différence entre l'intelligence et le bon sens. Et je m'efforce au maximum d'avoir du bon sens, c'est-à-dire de bien analyser les choses qui se présentent, mes états d'âme, tout ce qui entoure la carrière d'un sportif de haute compétition. Et il est bien évident qu'aujourd'hui, vu comment dirais-je, la concurrence qu'il y a au niveau mondial, on est obligé de bien réfléchir et de peser avant le pour et le contre si on veut avoir le plus d'atouts dans son jeu. Au fond de votre cœur, comment vous considérez-vous? Comme un amateur ou comme un professionnel? Alors vous me posez une question qui m'ennuie énormément. C'est la question qu'il faut poser à tous ceux qui sont au sommet. Je ne pense pas qu'il existe encore aujourd'hui, l'amateurisme n'existait plus. On parlait de football tout à l'heure, et vous avez vu dans l'équipe de Roumanie, qui est donc amateur, il y avait pour une bonne moitié des joueurs qui avaient disputé la Coupe du Monde au Mexique, je crois, ou en Allemagne. Donc ils disputent à la fois les championnats, la Coupe du Monde avec les professionnels et les Jeux Olympiques avec les amateurs. Donc là, on ne peut pas parler d'amateurisme. Maintenant, il est bien évident que les athlètes de l'Est sont des athlètes d'État, et ils ne font que ça. Donc, par exemple, en basket, si on voulait avoir une idée réelle
d'un match, par exemple URSS-États-Unis, il faudrait mettre l'équipe du URSS contre les meilleurs professionnels des États-Unis, avec des garçons comme Jabbar, McAdoo, McGuinness, etc. Et en athlétisme, en basket, c'est pareil. Les équipes de basket font les Jeux Olympiques en France. Je voulais parler du basket national, alors que tout le monde sait, la fédération comme les autres, que les basketteurs maintenant sont rémunérés. Alors, vous voyez, il y a une espèce d'hypocrisie collective, et j'en parle souvent avec Monsieur Mazot. Et moi, à mon avis, il faudrait vraiment se pencher sur la question et adopter des termes bien définis, un statut bien précis et bien strict pour limiter cet amateurisme marron, si vous voulez, qui maintenant est vomi de tout le monde à juste titre. Je crois qu'il faudrait répondre d'une manière très précise, et tout le monde devrait y répondre à cette question. Peut-on rester amateur? Non. Non. Au niveau mondial, non, c'est impossible. Alors comment faire? Ben là, de toute façon, c'est pas moi que ça regarde. C'est-à-dire que ça vous regarde un peu. Si, il ne fallait pas accepter le poste que vous avez de conseiller auprès du Premier ministre. Oui, mais ça me regarde, si vous voulez, dans cette mesure-là. Mais d'un autre côté, étant encore en activité, je ne peux pas dire certaines choses. Mais il faudrait d'abord se pencher, donc prendre l'avis des athlètes, prendre l'avis des autorités compétentes, c'est-à-dire des comités olympiques internationaux et nationaux, l'avis des ministères sportifs donc de chaque pays, et d'élaborer une sorte de charte revue et corrigée, parce qu'aujourd'hui la charte olympique ne veut plus rien dire. Elle était bonne pour le début du siècle, mais aujourd'hui elle ne veut absolument plus rien dire. Guy Drut, lorsqu'on est amateur comme vous l'êtes, lorsque on a les performances que vous avez, on doit avoir une grande peur. Et cette peur, c'est celle de l'argent. Non, personnellement, moi, j'ai pas peur de l'argent, certainement parce que j'ai jamais pris les sommes fabuleuses que gagnent certains sportifs. Quand je pense, par exemple, aux tennismen ou aux footballeurs ou aux basketteurs, aux hockeyeurs, tout ça. Peut-être que ça viendra plus tard, si après je passe professionnel, puisqu'il existe maintenant des professionnels en athlétisme. Pour le moment, non, cette peur ne m'a vraiment jamais effleuré. Le sport doit-il être considéré comme un métier? Vous parlez des footballeurs qui sont des professionnels, mais qui ne peuvent pas aller très loin dans leur vie. Ils ne dépasseront pas 40 ans. Écoutez, moi je considère le sport de compétition comme ça est un spectacle, et même se rapproche presque un art. Donc si on rapproche par exemple de la danse, c'est exactement pareil. Même problème. Et il y a des gens qui adorent aller voir un ballet, ou qui adorent aller voir Nureyev. Il y en a d'autres qui se déplaceront pour aller voir jouer Nastase ou Johan Cruyff. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas considéré, qu'on n'ait pas les mêmes, si vous voulez, les mêmes critères de jugement que par exemple les danseurs ou les musiciens. Et à partir de ce moment-là, on peut considérer le sport comme un métier. Bon, les Jeux Olympiques auront lieu bientôt. Je sais bien que vous ne les considérez pas comme un banco, mais tout de même, ils peuvent engager votre vie. Ah, c'est certain. Il est certain que si j'ai le bonheur de gagner à Montréal, ça ne changera pas ma vie totalement. Mais il faudra que je fasse très attention quand même. Premièrement, garder les pieds sur terre. Maintenant, si je perds, ça dépend de ce que je ferai comme résultat. Si je perds en étant deuxième, je pense pas que ce soit trop grave, sauf pour certains supporters. Si je suis éliminé en série ou en demi-finale, là, ce sera pour beaucoup de Français beaucoup plus grave. Et ce sera à moi à ce moment-là de faire en sorte de remonter la pente. Vous pensez qu'un jour, on pourra délivrer la foule de son effroyable cocorico? C'est pas un effroyable cocorico. Lorsqu'on voit Saint-Étienne-Kiev et lorsqu'on entend l'équipe de Kiev se faire siffler comme elle a été sifflée. Oui, mais ça existe sur tous les terrains du monde. Hein. Sur tous les terrains du monde. Lorsque oui, Saint-Étienne est allé à Kiev, Saint-Étienne a été applaudi. Parce qu'ils avaient perdu. Vous pensez que lorsqu'on gagne, on est déjà... Moi, je me suis fait siffler en URSS, Tracanelli aussi, vous pourrez lui demander. Et je me suis fait aussi à New York, mais enfin là, c'était parce que c'était exactement au moment de l'affaire du Concorde. Alors, je crois qu'on a plutôt sifflé la France que l'athlète. Mais
Sur le plan du cocorico, vous savez, on en a parlé, on est parti là-dessus. Il y a malheureusement tellement peu de champions en France que ben, tous les Français, les Français sportifs se regroupent, remettent leurs espoirs sur un ou deux ou quelques individus. Et c'est parfois très difficile à supporter. Vous êtes engagé dans la politique, Guy Drut. Oui. Est-ce une bonne affaire? Est-ce le cœur qui a agi ou parce que vous voulez avoir une position officielle et une action peut-être immédiate? Ça a été le premier critère, ça a été l'action immédiate. Maintenant, dans mon choix politique, le parti que j'ai choisi, c'est parce que j'ai quand même pas mal analysé la chose avant, et je me suis rendu compte que finalement on était très très bien en France et qu'un monsieur comme le général de Gaulle, dans ce qu'il énonçait, j'étais un peu d'accord avec ce qu'il énonçait. Donc, à partir de ce moment-là, je voyais pas pourquoi j'aurais pas pu avoir un engagement politique au même titre que n'importe qui d'autre. Seulement en France, on en est toujours à ce célèbre dualisme cartésien qui sépare l'esprit du corps. C'est-à-dire qu'un athlète peut juste courir, un sportif peut juste courir, lancer ou sauter, ou taper dans un ballon, et c'est terminé. Il peut On pas le considère parler, comme il peut un pas penser. irresponsable, Voilà. l'enfant. Il peut pas penser. Ça, c'est surtout en France, parce que, par exemple, du temps du président Kennedy aux États-Unis, le président Kennedy avait pris Rutherford Johnson, qui était décathlonien, comme conseiller sportif. Il y a aussi eu en Allemagne de l'Est, dans les débuts 62-63, un skieur, je crois, un skieur ou un cycliste qui a été élu député. Et là, personne ne dit rien. En France, parce qu'un athlète prend une position politique, c'est fini, et c'est uniquement par opportunisme. Je regrette, mais j'ai le droit d'avoir autant d'avis que les autres. Maintenant, sur le plan de comment dirais-je, de ce que je voulais faire, j'ai eu une entrevue avec le Premier ministre, et il a semblé que je lui ai plu parce que j'essayais de défendre au maximum ce qui me plaisait, c'est-à-dire le sport, que j'ai essayé de me battre pour améliorer la situation sportive en France. Et comme lui aussi a envie de cela, il m'a appelé auprès de lui. Et j'essaye de faire le maximum de ce que je peux pour essayer de rétablir la situation. Maintenant, les résultats, ça fait 1 an que je suis nommé. Vous savez que ça n'a pas été très facile au départ parce que j'arrivais dans un domaine qui m'était totalement inconnu, surtout le domaine administratif. Et les réformes donc sont très très longues à parvenir. Je travaille en étroite collaboration maintenant avec le secrétariat de Monsieur Mazot, et je pense que les résultats ne tarderont pas à venir. Mais souffrez-vous de cette position parce que vous êtes professeur d'éducation physique, Oui. et je crois savoir que dans votre corporation on penche plutôt à gauche. Plutôt à gauche, oui, mais il y en a beaucoup qui sont à droite aussi, mais ils le disent pas. Et je reconnais, et ça je me suis jamais gêné pour le dire, que il existe trop peu d'enseignants en éducation physique en France, parce que le sport à l'école, à condition qu'il soit bien fait, est vraiment la base de tout système sportif. Et l'horaire n'est pas suffisant aux écoles. Mais ça, je me suis jamais gêné pour le dire, avant comme maintenant. Et à chaque fois que je vois le Premier ministre, je lui dis, ce qu'il nous faut avant tout, et ça réglera pas mal de problèmes, ce sont des enseignants. Alors on m'a reproché aussi, parce qu'une fois il y avait eu une espèce de pavé qui était paru dans un quotidien sportif, où j'avais dit que, soi-disant, le jour où les profs de gym feront mieux leur métier, tout ira bien. Alors ça, je reprends et je profite de... Vous l'aviez dit ? Non, c'est pour ça que je m'explique. Je profite de l'écoute de cette émission que j'avais dit à un journaliste, enfin même, je parlais même pas de journaliste, c'est parce qu'il a entendu une vache brère, mais il ne sait pas dans quelle étable, c'est que si tous les professeurs d'éducation physique étaient vraiment... suivaient la même ligne de conduite, il est bien évident que les choses s'amélioreraient. C'est-à-dire, et là je vise particulièrement les enseignants qui sont contre, je vous l'ai dit tout à l'heure, contre la compétition, contre ceci, contre cela, systématiquement par opposition. Mais il y a énormément d'enseignants en éducation physique qui font très très bien leur boulot, et qui, aussi bien à l'école, dans les lycées, que dans le secteur civil, c'est-à-dire ensuite dans les clubs, dans les associations sportives, qu'elles soient scolaires, universitaires ou civiles. Et ça, ceux-là, il faut leur tirer un gros coup de chapeau. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne croit, malheureusement.
et surtout c'est beaucoup plus visible dans notre corporation, c'est que quand un professeur d'éducation physique fait mal son travail, c'est beaucoup plus visible qu'un professeur d'histoire ou un professeur d'anglais. Guy Drut, maintenant que vous êtes conseiller de Jacques Chirac, vous êtes responsable. Or, vous le savez bien, on s'occupe beaucoup des champions, mais on s'en occupe seulement au cours de l'année des Jeux Olympiques ou à la veille de grands championnats. Ça, c'est vrai. Je n'irai pas contre ce que vous dites, mais j'avais parlé au Premier ministre, avant de partir aux États-Unis, de la nécessité pour justement les athlètes de compétition, la nécessité d'un certain statut. Et là, je ne parlerai pas d'une réinsertion pour une réinsertion, mais d'une insertion, parce que le réinsertion, ça me fait un peu peur comme terme, ça fait un peu paria, quoi. Réinsertion sociale, c'est comme un prisonnier qui a un droit commun, qui a mal fait, donc on va essayer de le remettre dans la société. Et là, ça donne l'image du garçon qui a fait du sport. C'est pas de sa faute. Il s'est amusé pendant 10 ans et maintenant on va faire le maximum pour qu'il s'en sorte. Et ça, je ne veux absolument pas de cette image. Et j'ai su après que le Premier ministre, et même par une conversation que j'ai eue au cours d'un journal avec Jean-Pierre Elkabbach, qu'il avait reparlé, qu'il avait pris cette idée, cette envie d'un statut pour les athlètes de haut niveau, et quel qu'il soit. Quand je dis athlète, c'est sportif, très à cœur, et on y travaille absolument en ce moment d'arrache-pied avec le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Vous avez très peur de ce que l'on peut vous faire faire, de ce que l'on peut vous faire dire. Bon, vous avez été très sensibilisé à un certain moment par cette publicité que l'on a collée à votre peau, oui. Et je le vois bien à chaque instant, vous avez peur. Va-t-on me faire passer cela encore pour de la publicité? Oui, maintenant je me méfie, parce que c'est-à-dire j'ai toujours eu énormément confiance aux gens. Et puis, ça, même naïf j'étais. Vous allez recommander une voiture. Oui, c'est ça. Mais j'avais quand même pris les précautions. Non, pas du tout, non. J'avais pris les précautions nécessaires avant, c'est-à-dire que j'avais mis le président de la fédération au courant, et heureusement, parce que sinon ça aurait pu être beaucoup plus grave à l'époque. Mais maintenant, j'ai appris à me méfier de tout, parce que il faut que je sache exactement à quoi je m'engage, ce que je signe. Maintenant, dans ce que vous avez dit, ce qu'on peut me faire dire et me faire faire, je ne connais pas encore quelqu'un qui sera capable de m'obliger à dire ou à faire quelque chose. Ça, j'ai toujours été très strict là-dessus, et je garderai au maximum, et ça, j'en suis sûr. Ou alors, si c'est pas possible, je m'en irai, mais jamais personne ne pourra me faire faire ou dire quelque chose que je n'ai pas envie de dire ou faire. Considérez-vous l'orgueil comme une qualité? Ah oui, surtout aujourd'hui, oui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que il est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'avoir une situation qu'autrefois, ne serait-ce que par la concurrence, l'augmentation démographique, la difficulté de tout trouver du travail, etc. D'être considéré dans le monde actuel comme une personnalité, et que je parle d'une personnalité comme un individu et non pas comme un pion. Et si on n'a pas un orgueil bien mesuré, attention, il ne faut pas non plus pas confondre orgueil et vanité, l'orgueil est nécessaire. Votre position est tout de même très scabreuse, car en fait vous vivez pour un millième de seconde en moins. Est-ce bien raisonnable? Alors pas un millième quand même, disons un centième. Quelques centièmes, oui. Je me suis donné ce but, vous savez, je changerai pas ma place pour tout l'heure du monde, hein. Parce que ce que j'ai vécu et ce que je vis encore et ce que je suis appelé à vivre est absolument irremplaçable. Et chacun se donne les buts, c'est pas un idéal, hein, mais c'est une partie de ma vie, je m'y donne entièrement, et j'en suis très fier. Et c'est à moi que ça appartient. À partir du moment où moi j'en suis fier, ça ne regarde personne d'autre. Vous auriez pu réussir dans un autre domaine? Oui. Je ne sais pas, peut-être, Peut-être que oui, peut-être que non. Je me suis jamais posé la question, parce que je m'engage entièrement dans ce que je fais en ce moment. Donc, j'aime pas les peut-être ou les on-dit. Quels ont été les héros de votre enfance? Parce qu'on est toujours bercé par ce que l'on a été, par ce que l'on a vu, par ce que l'on a souhaité. C'était l'athlétisme? Les héros... Non, pas l'athlétisme particulièrement, le sport. J'ai toujours été... ma famille est très très sportive. Mon père, mes grands-pères ont toujours fait du sport, et je suis né dans une ville donc extrêmement sportive, et si vous voulez, jusqu'à présent, toute ma vie a été axée sur le sport. Donc, mais les héros de mon enfance ont été sportifs. C'était à l'époque, c'était Copa, c'était
Qu'est-ce qu'il y avait C'était le encore? football alors. C'était le football, oui, comme beaucoup de gamins français. Une chose est sûre, il fallait que vous puissiez sortir de votre ville, aller ailleurs, éclater. Oui, parce qu'il est très difficile quand même d'éclater aujourd'hui dans une petite ville de province. Donc il fallait que je vienne à Paris, ne serait-ce que pour avoir les contacts que j'ai, que pour avoir les facilités d'entraînement qu'on a bien voulu me donner. Donc ça, j'aurais jamais pu l'avoir au niveau des installations aussi. J'aurais jamais pu l'avoir en restant à Wagny. Mais on a l'impression que vous aviez une revanche à prendre sur une enfance qui peut-être n'a pas été tout à fait heureuse. Si, j'ai eu une enfance très heureuse. J'ai eu une adolescence. Une enfance arrêtée. Oui, c'est-à-dire que mes parents avaient un petit commerce et au moment de, comment dirais-je, Épicier, je crois. épicier, oui. Alimentation générale, lingerie jouée. Et au moment de l'avènement des grandes surfaces, ça a été très difficile et il y a eu un moment où on a dû fermer le magasin juste avant la faillite, quoi. Et bon, bah après, ça a été assez difficile parce que mon père, à cette époque-là, devait avoir frisé la quarantaine et c'est très difficile pour un homme de 40 ans de se reclasser. Et pour ma mère, c'était pareil. Et puis finalement, ça s'est très bien fait et puis ils sont très heureux aujourd'hui. Mais vous avez de la haine alors pour les grandes surfaces? Vous entrez Non, dans un parce autre que domaine là. non, c'est un système, c'est la vie d'aujourd'hui. Tout le monde en profite et je pense que c'est un bien. C'était peut-être à nous à ce moment-là à nous, comment dirais-je, à nous reconvertir avant. Enfin, il vous fallait venger le nom des Drutes et rien Oui, ne c'est vous surtout paraissait parce trop que, dur. Pour voilà, cela. c'est parce que c'est surtout qu'à ce niveau, vous savez, à cette époque-là, c'était quand même une grosse alimentation dans le village et on était considérés. Puis à partir du moment où ça allait mal, on était plutôt déconsidérés. Il y a beaucoup de gens qui prenaient leur revanche. Alors moi, maintenant, je prends ma revanche sur ces gens-là. Vous avez été, et on le sent, Guy Drut, un enfant révolté. Serez-vous un adulte raisonnable? J'ai été, enfant révolté, oui, mais j'ai appris quand j'ai fait un peu, parce qu'on fait un peu de psycho pour le métier que je fais. Et j'ai appris qu'il était préférable d'avoir une enfance, donc d'être un peu à révolter dans les enfances, qu'il fallait avoir du caractère. Et si aujourd'hui je préfère être comme je suis aujourd'hui, c'est-à-dire avoir un peu de caractère et donner l'image d'un révolté, que de donner l'image d'un médiocre ou d'un mou. Ça, je voudrais pas qu'on dise, j'ai horreur de cette image, de ces gens qui vous tapent sur l'épaule en vous prenant pour Pierre-Paul ou Jacques. Je tiens à un certain respect de la personnalité de l'individu. Et ça, je me battrai toujours pour qu'on me respecte à juste titre. Christian Montaignac vous a aidé à brosser un tableau qui doit être vrai sans doute. Vous n'êtes pas gêné de vous voir comme ça sur différentes pages, avec différentes photos, comme si vous étiez offert aux foules, dans un livre. On écrit beaucoup d'ailleurs sur les sportifs, et les sportifs écrivent beaucoup. Ouais, moi j'ai pas le droit d'écrire encore sur moi, parce que à ce moment-là, je serais taxé de professionnalisme. J'ai le droit d'écrire sur vous, par Pourquoi exemple. écrire sur vous serait... Non, j'ai pas le droit. Je pourrais faire un bouquin sur complètement Chancel, stupide mais pas alors là. sur Guy Drut. Ben oui, ça c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il faudrait revoir un peu cette situation. Et non, Christian Montaignac m'a connu vraiment à mes débuts, puisque pratiquement on a fait nos débuts ensemble, moi en athlétisme, lui dans le journalisme, mais c'est certainement un des journalistes qui me connaît le mieux. Et donc il m'a demandé, j'ai fortement contribué, si vous voulez, à l'élaboration de cet ouvrage. Et il y a aucune, tout ce qu'il dit est vrai. Et sur le plan, bon, bah, si ça, je me rappelle plus exactement ce que vous m'avez demandé après, si ça me gêne ou pas. Je vous ai dit tout à l'heure que le sport de haute compétition était un spectacle. Donc, il est un peu normal que les gens connaissent mieux leurs acteurs, les acteurs qu'ils vont voir. Enfin, pour ce livre, de toute manière, vous êtes heureux parce que vous avez pu vérifier le texte et vous n'avez pas toujours été d'accord sur ce que l'on a écrit sur vous. Alors comment jugez-vous les journalistes? Ils disent que vous êtes un grand monsieur lorsque vous gagnez, et ils peuvent vous juger dès lors que vous perdez. J'ai jamais eu beaucoup de problèmes avec les journalistes parce que je me rends compte que ce sont des gens qui font leur métier et il faut que tout le monde fasse son métier dans les meilleures conditions possibles. Mais le sportif est c'est un être très délicat à saisir parce que je me souviendrai toujours, par exemple, à peu près 5 minutes avant le départ de la finale des championnats d'Europe à Rome en 74, il y a un photographe qui est venu me voir en me demandant de poser pour une photo. Alors évidemment, j'ai pas été très poli avec lui. Et ça se comprend un petit peu.
J'ai eu affaire à un photographe intelligent qui est venu après s'excuser et m'a dit vraiment je sais pas à quoi je pensais, mais je fais rarement du sport, je savais pas. Et on est resté en très bons termes. Et après je lui ai donné toute facilité pour faire ses photos. Il est bien évident que si les journalistes maintenant me connaissent et savent à peu près quand il faut venir me voir ou pas me voir. À partir du moment, par exemple, avant une course où j'ai commencé mon échauffement, bon bah là, c'est pas la peine de venir me voir parce que je ne vous répondrai pas. Et si on me juge là-dessus, évidemment, je peux être odieux. Mais j'estime que c'est tout à fait normal. Par contre, aucun journaliste, et là, s'il en existe, je voudrais bien qu'il se nomme, ne peut dire que je lui ai refusé soit une interview, soit un papier, soit vraiment, je fais le maximum pour qu'ils puissent faire leur métier dans les meilleures conditions possibles. Vous avez vraiment décidé d'être ce que vous êtes, c'est délibéré. Vous vouliez être Guy Drut, c'est-à-dire un homme qui existe. Voilà, de toute façon, je me suis jamais forcé. J'ai essayé d'être le plus naturel possible, toujours. Ce que je demande à mes amis, et maintenant j'en ai pas beaucoup, parce que des vrais amis, je parle pas des relations de stade ou de choses de genre, c'est de me prévenir si jamais je décolle un peu du sol, quoi. Si jamais j'ai la tête qui enfle un peu, parce que personne n'est à l'abri de ce genre de choses, de me prévenir gentiment, et à ce moment-là, je ferai en sorte de revenir les pieds sur terre. Mais à un certain moment, Guy Drut, vous avez eu l'ambition d'être quelqu'un d'autre. Bon, vous existez comme Guy Drut, et vous représentez la France, et vous représentez très bien. Mais il y a des savants, il y a des médecins, il y a des chirurgiens, il y a des avocats, il y a d'autres métiers. Non, vous n'allez pas courir toute votre vie. Je ne me suis pas permis de penser à autre chose parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, si on veut faire quelque chose de bien, il faut s'y employer à fond. Donc j'essaierai d'être Guy Drut sportif au moins jusqu'à Montréal et peut-être après jusqu'à Moscou. Ensuite, je vous avouerai franchement que j'ai pas encore pensé. Je sais pas, je pourrais pas vous dire aujourd'hui si je continuerai dans la politique, si je continuerai dans l'éducation physique et sportive, ou je sais pas pour le moment. Je me livre entièrement à ce que je fais, c'est-à-dire le 110 mètres haies et l'athlétisme. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il vous arrivait de parler avec Michel Jazzy de Tokyo, donc vous pouvez penser à ce qui se passera à Montréal. Si à Montréal vous perdiez. J'ai pas envisagé. J'ai pas envisagé ça. On n'y pense pas dans ces cas-là. Je pourrais y penser. Voilà, mais je fais en sorte de ne pas y penser. Si j'y pense, j'ai des pensées secrètes quand même. Mais j'essaye de me raisonner avant et puis de dire bon, de toute façon c'est une compétition, c'est un match loyal. Le jour de la finale, il y aura les 6 coureurs qui auront 110 mètres à faire. Ils auront les mêmes haies, au même intervalle. Le vent sera le même pour tout le monde. Et je fais le plus possible pour être en forme ce jour-là. Et je peux vous dire que si je gagne pas à Montréal, c'est que mon vainqueur sera vraiment le meilleur et j'irai le féliciter. Et il n'y a pas de honte à être battu par meilleur que soi. En ce moment, avez-vous l'intime conviction d'être le meilleur? Oui, je pense que oui. Sur ce qui s'est passé jusqu'à présent. Parce que j'ai prouvé l'an dernier, au cours de la saison estivale, j'ai égalé et battu le record du monde, j'ai battu les meilleurs spécialistes mondiaux, donc je me suis affirmé comme le meilleur. Il me restait un petit point faible, c'était la première partie de la course. Je suis allé aux États-Unis où il y a les meilleurs sprinteurs courts du monde et je les ai battus quand il fallait chez eux. Donc aujourd'hui, si vous voulez, je peux me considérer comme le meilleur. Maintenant, les choses changeront peut-être à Montréal. C'est ça. Il faut jamais se considérer comme le meilleur et puis c'est tout, quoi. C'est terminé. Mais je ferai en sorte de le devenir le jour J, c'est-à-dire le 28 juillet 76. Vous le savez, il n'est pas possible de plaire à tout le monde, mais êtes-vous sensible à la méchanceté? Oui. Aux attaques? Oui. Je suis sensible à la méchanceté gratuite. Par exemple, j'ai reçu quelques lettres anonymes. Je sais qu'il y a des gens qui me méprisent parce que ceci, parce que cela. Mais ce que je regrette le plus, c'est que ces gens me jugent sans me connaître. Et ça, je refuse le jugement hâtif. C'est-à-dire, par exemple, pour certains communistes ou socialistes, le fait que j'ai pris une position majoritaire, qui disent c'est un opportuniste, c'est un prétentieux, même des gens qui m'aimaient bien avant, qui ne veulent plus me voir, sans comprendre, sans chercher à comprendre, alors qu'il y a d'autres garçons qui m'ont dit explique-moi, moi j'ai pas compris, et puis après on s'est quittés toujours aussi bons amis.
Et puis bon, eux m'ont compris et moi je les comprends très bien. Heureusement, il faut pas que tout le monde pense et fasse la même chose parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus aucune progression de possible. Et ça, je refuse totalement. Ou des gens qui disent que je suis prétentieux parce que je peux paraître peut-être à certains moments un peu sûr de moi ou dans ce que je viens de dire que je m'estimais aujourd'hui comme le meilleur et je l'ai prouvé. Non, mais qu'ils viennent. On en discute et puis après, s'ils pensent vraiment que je suis puant, là ils pourront le dire, mais au moins ils m'auront connu avant. Je ne pense pas que ce soit de l'orgueil, d'ailleurs c'est de la lucidité. Je ne sais pas si vous avez vu l'autre soir Raymond Poulidor. À un certain moment, on a voulu faire la comparaison. Qui est le plus aimé? Est-ce Louison Bobet, Jacques Anquetil ou Raymond Poulidor? Il a répondu Raymond Poulidor. Simplement parce qu'il pensait que c'était dans le moment et dans le vent. Eh bien, s'il le pense, il a eu raison de le dire. C'est formidable, c'est fantastique quand on peut dire des choses comme ça. Et en plus, là, je pense que c'est vrai. Maintenant, il faut bien dire que Anquetil, c'est un monsieur quand même. Quand on parle d'Anquetil, maintenant, on dit monsieur Anquetil. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens qu'on respecte justement. Que ce soit Anquetil, que ce soit Merckx, tous ces gens-là, qui ne sont pas seulement des sportifs, mais qui en plus ont une certaine personnalité qui la font respecter. Vous voudriez qu'un jour, on puisse dire monsieur Drut? Voilà, ça me ferait plaisir. Exactement. Et je voudrais pas qu'on dise celui qui courait avant, ou alors qu'on vienne me taper sur l'épaule en disant alors qu'est-ce que tu fais, ou des trucs comme ça. Ça, vraiment, j'ai horreur de ça. Je pense de toute manière qu'il faudrait voir les choses d'une manière différente. Lorsque vous êtes engagé et de manière très franche dans le sein de la majorité, vous saviez ce qui allait vous arriver. Vous saviez d'où viendraient les attaques. Bien sûr. Oui, mais je considère qu'il est tout aussi important de se battre, d'aller au front. Donc là, je suis vraiment aux premières lignes. Je peux voir le Premier ministre très souvent. J'ai des contacts très fréquents avec le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Et je me bats avec mes armes, avec ma conviction. Et dans un but pratiquement commun qui est la défense et l'amélioration des conditions sportives en France. Alors à ce moment-là, qu'on me laisse faire mes preuves. Si j'arrive pas, à ce moment-là, on pourra me dire, t'as pas réussi, il fallait réfléchir avant ou des trucs comme ça. Mais au moins qu'on me laisse le temps de faire mes preuves. Mais Guy Drut, soyons tout à fait francs, vous avez également des ambitions pour vous-même. Vous êtes conseiller de Jacques Chirac, demain peut-être vous vous présenterez aux législatives et ensuite vous continuerez dans le sillage politique. Pourquoi pas ministre des Sports, par exemple, à la place de Mazot? Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, mais vous y pensez déjà, hein? Non. Non, mais je veux dire, ce n'est pas impossible, mais dans la mesure où j'accepterai, si on me propose bien sûr, et si j'en suis capable, d'assumer de hautes responsabilités, je n'accepterai jamais que le sport, parce que, je parle aujourd'hui, peut-être que je changerai, ça on peut pas savoir, mais j'accepterai que le sport parce que c'est le domaine que je connais le mieux. Et c'est cette situation, c'est la situation qui est aujourd'hui l'une de celles que l'on peut le plus facilement améliorer dans notre pays. Ce qui est terrible, voyez-vous, Guy Drut, dans notre fin de XXe siècle, c'est que l'on demande toujours aux gens de se justifier. Oui, c'est peut-être un peu dommage. On pourrait demander des justificatifs après. Et même à ce moment-là, je pense que ces justificatifs, dans la mesure où les gens réussissent, on les demanderait pas parce qu'on attend, on obtiendrait ce qu'on attend de ces mêmes personnes. Donc c'est vrai, il faut. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais confiance un peu trop avant, mais maintenant toujours, j'aime faire confiance aux gens parce que j'ai une approche, si vous voulez, gentille du monde. Je considère que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, quand même pas à ce niveau-là. Mais si on donnait la possibilité, beaucoup de personnes pourraient mieux s'extérioriser. Mais à partir du moment où il faut à chaque fois, comme vous le dites, qu'il se justifie, ça met parfois des bâtons dans les roues, et ça, c'est regrettable. Les choses iraient beaucoup mieux si, comme nous le disions tout à l'heure, on ne prenait pas les sportifs pour des enfants, parce qu'on doit souvent vous dire « cours et tais-toi ». Voilà, exactement. Mais de toute façon, ça c'est très simple, c'est que, par exemple, regardez aujourd'hui, au niveau des fédérations, qui régissent donc le sport français sous la tutelle du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Il n'y a que très rarement des athlètes qui siègent dans les comités directeurs. Et même encore, quand ils y siègent, c'est uniquement à titre consultatif. Et ben moi, je dis que ça, c'est pas normal. Parce que ce sont les gens, les athlètes, les sportifs qui font le sport, sont eux qui vivent les problèmes sportifs. Donc il est absolument anormal que ces mêmes sportifs, qui sont souvent des gens entre 20 et 30 ans,
n'aient pas une certaine responsabilité, qu'on leur demande pas ce qu'ils pensent de certaines réformes ou de ce que font les fédérations. Ça, c'est absolument normal, et je me battrai de toutes mes forces justement pour rétablir cet état de choses et pour que des athlètes en exercice siègent au même titre que les autres dans les comités directeurs fédéraux. Le sport, vous en conviendrez, est un phénomène social. Alors, à ce stade-là, êtes-vous efficace? Dans le sens où, oui, c'est un phénomène social. Il faudra expliciter un petit peu. Certains, vous savez, disent le sport, pourquoi faire? Les sportifs, cocorico, les triomphes, on s'en fiche. Les premières places, on s'en moque. Oui, mais ça, de toute façon, c'est un aspect du sport. Il y a deux choses dans le sport. Enfin, ça s'englobe, si vous voulez, dans ce que je ne dissocie jamais, c'est-à-dire l'éducation physique et sportive. Il y a au niveau du tout le monde une pratique sportive qui est nécessaire, et ça de plus en plus. Surtout, par exemple, dans les grandes citadelles, il est bien évident que les Parisiens aspirent au grand air en fin de semaine parce qu'ils mènent un peu une vie de fou toute la semaine. Et il y a un certain équilibre aussi qui a été prouvé par des gens spécialisés, que ce soit sur le plan psychologique, sur le plan médical. Là, je ne rentrerai pas dans ces détails parce que je ne possède pas les éléments nécessaires pour en discuter. Mais maintenant, c'est un fait reconnu que il est très important d'avoir une activité physique pour l'équilibre aussi bien psychique que justement physique. Et dans ce sens-là, c'est un phénomène social. Ce qui est dommage, c'est que ce soit beaucoup plus les nations, je dirais, anglo-saxonnes qui l'ont comprise. Que ce soit par exemple l'Angleterre ou les États-Unis ou tous ces pays-là, les gens font du sport pas pour se faire voir, mais parce qu'ils en ressentent un besoin. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec maintenant de nombreuses personnes qui sont au gouvernement, et beaucoup parmi elles ont fait du sport et essayent d'en faire aussi au maximum dans la mesure du possible, bien entendu, parce qu'elles ont des horaires souvent très chargés. Il faudrait développer ce sport justement de tous les jours, ce sport de tout le monde aussi. Oui, de tout le monde. J'allais dire sport de masse, mais j'aime pas ce terme. Et par exemple, quelque chose qui m'a fait énormément plaisir en venant des États-Unis, c'est que c'était un dimanche matin et je traversais le bois de Vincennes donc pour aller à l'INS. Et j'ai vu énormément, mais peut-être, je sais pas, comme ça, peut-être 500 ou même 1500 cyclistes qui tournaient dans le bois de Vincennes. Et aussi des gens qui faisaient leur footing. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience générale en France en ce moment, et c'est à nous de faire en sorte que ce soit pas un feu de paille, mais justement de donner la possibilité à ces personnes, aussi bien aussi au niveau dans les entreprises, dans les grandes entreprises, aussi dans les métropoles, d'avoir des cadres suffisants pour que cet état de choses se poursuive et même progresse. Guy Drut, engagé politiquement dans la majorité, vous avez dû être terriblement agacé par le résultat des cantonales. Oui, mais je m'y attendais un petit peu. Parce que maintenant, à la place que vous occupez, vous devez également parler politique. Bien sûr. Quoique je me méfie quand même parce que je vous l'ai dit, je connais pas, je suis pas encore il va falloir apprendre. Armé. Hein. Oui, mais de toute façon, j'ai pas peur. C'est un métier aussi. Exactement, et j'ai pas peur de dire que j'ignore certaines choses. Et la vie est un apprentissage. Et donc, j'éprouve aucune honte à dire que sur le plan politique, j'ai encore énormément de lacunes que je m'efforce de combler, mais ça viendra pas du jour au lendemain. Mais je m'y attendais un petit peu à ces résultats des cantonales parce que je compare un petit peu, si vous voulez, je compare ça à un 10 000 mètres. Et vous avez la majorité qui est en place depuis donc pratiquement l'après-guerre. Et c'est comme un coureur qui mène le train et qui s'est détaché tout de suite, et qui au bout de 5 ou 6 000 mètres s'endort un peu dans son train-train, et puis il y a toute la meute des poursuivants derrière qui l'ont en point de mire, et donc c'est beaucoup plus facile pour eux. Et au moment, et c'est ce qui est arrivé là, où ce peloton arrive au niveau du meneur, du leader, c'est là qu'on voit si ce leader se laisse absorber par justement la meute, ou s'il est très fort, il réagit, et à ce moment-là, il va replacer, en termes techniques, un deuxième démarrage, et
ce deuxième démarrage est nécessaire absolument en ce moment au sein de la majorité. Si je vous comprends bien, le champion c'est la majorité, et Voilà. vous pensez que au sprint final, ce champion gagnera. S'il réagit... En termes sportifs. Voilà, s'il réagit, et je pense que justement... il faut rechercher ça, c'est qu'il faut une réaction très rapide et très importante pour justement pouvoir envisager notamment les législatives avec un peu plus de sérénité. Vous voyez, vous êtes entré dans le train-train politique et vous êtes déjà dans un camp. C'est-à-dire, vous commencez à vous battre contre l'autre camp. Ah, mais de toute façon, je m'en suis jamais caché. On le voit d'ailleurs. Hein. Mais votre femme partage vos idées ? J'en parle assez rarement avec elle. Je sais que quand elle était plus jeune, elle les partageait pas du tout. Vous ne parlez pas seulement que de sport. Non, sur le plan sportif, là, entièrement. Mais sur le plan politique, je lui laisse entière liberté. Et puis, de toute façon, ça, je pense pas qu'ici, j'ai le droit d'en parler. Ça la regarde, elle, Brigitte Rue, et puis c'est tout. Elle fait ce qu'elle veut. J'irai pas avec elle dans l'isoloir si le jour elle ira voter. On comprend vite que toute votre vie, vous serez plutôt un acteur qu'un spectateur. Ah, ça, je le souhaite, ça, oui. Exactement. Et vous vivez quand même dans un milieu difficile, où tous les coups sont permis. J'ai choisi une discipline où justement il fallait esquiver le mieux possible les obstacles. Alors ça, là, maintenant, en ce moment, je les vois, les obstacles. Mais je sais très bien que je ne les verrai pas toujours. Et là, à ce moment-là, il faudra faire preuve d'adresse. Et c'est à partir de ce moment-là que je pourrais vraiment me tester dans un autre domaine que le sport. C'est comme on revient de loin, moi j'ai toujours pensé naïvement que l'athlétisme c'était le monde de la fraîcheur, du bonheur de vivre, de l'amateurisme. En junior, oui, c'est très bien. Mais vous savez, c'est un milieu comme les autres avec ses défauts et ses qualités. Et il faut lutter contre les défauts pour faire ressortir les qualités. Et c'est ce que je m'efforce de faire. Et en plus, il faut vivre avec son temps. Et puis les spectateurs ne savent pas très bien ce qu'est le sport de haute compétition, quel effort il exige, quel travail il demande. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Par exemple, au niveau du spectacle, on parlait tout à l'heure de Saint-Étienne-Kiev. Eux, ils ne voient que les 90 minutes ou là, avec les demi-temps en sus. Ou quand ils viennent voir courir les 10 secondes d'un 100 mètres ou les 13 secondes d'un 110 mètres, mais ils ne s'imaginent pas tout le travail qu'il y a derrière. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est aussi un de mes projets, c'est de faire connaître par l'audiovisuel, par les médias justement, ce derrière, si vous voulez, de la façade, pour mieux faire comprendre aux gens qu'on n'arrive pas là comme ça et que pour y arriver à ce niveau-là, c'est très très difficile. Par exemple, moi, je me suis jamais permis de siffler un sportif, sauf par exemple si c'est pour un geste vraiment anti-jeu ou quelque chose comme ça, ou par exemple au niveau d'une bagarre sur un terrain, ça je suis absolument contre. Mais même un sportif qui peut avoir un jour sans, qui est mauvais, on n'a pas le droit de le siffler parce que ça peut arriver, et puis que à ce moment-là que la personne qui le siffle aille sur le terrain, et puis là après il verra ce que c'est. Mais Guy Drut, le sport vous donne le temps d'aimer le théâtre, le cinéma, la radio, la télévision, la lecture. Ah, j'essaye. Vous avez un besoin de lecture, de culture. Ah oui, j'essaye au maximum justement de voir tous ces aspects. Je vais au cinéma quand je le peux. Le théâtre beaucoup plus rarement, malheureusement. Mais je préfère le cinéma quand même. J'essaye d'écouter le plus possible de musique et pas uniquement la musique moderne. J'essaye de lire le soir surtout. Je vous disais tout à l'heure, là-dessus on se rapproche un peu, c'est que je peux absolument pas m'endormir sans lire. Et il m'arrive souvent même de m'endormir sur certains livres. Et sans pour ça qu'ils soient mauvais, hein. C'est simplement parce que je suis très fatigué. Mais c'est difficile quand même, mais il faut y parvenir parce que c'est un élément de culture qui est absolument nécessaire aujourd'hui, et il faut connaître tous les aspects justement d'une vie et non pas uniquement son domaine. On doit sans doute vous reprocher d'aimer la vie, mais surtout de le dire. Parce qu'il est de bon ton de rester dans une certaine morosité. Ah si ceux qui veulent rester moroses le sont. Moi je suis content de ce que je fais. Je suis très heureux en ce moment. Et content de vous aussi. Oui. Et s'il y en a qui sont pas contents, tant pis pour eux. Ils n'ont qu'à venir me le dire et puis on s'expliquera. Enfin, vous aviez l'envie de sortir de l'ombre, d'exister, c'est fait, non? Mais voilà, oui. Et
maintenant, je vais essayer ensuite aussi, dans la mesure de mes moyens toujours, de faire en sorte que les gens qui ont la même passion que moi, c'est-à-dire le sport, soient, comment dirais-je, soient contentés. À ce point arrivé, un athlète peut être égoïste, égocentrique. Égocentrique, non, égoïste, oui. Égocentrique, c'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que si on reprend un peu la définition, il construit le monde autour de lui. Et moi, j'ai surtout pas la prétention de construire le monde autour de moi. Égoïste, certainement, parce que premièrement, je fais un sport individuel, donc à certains moments, il faut que je le sois. Vous gagnez seul, d'abord. Vous gagnez seul. Oui, et je dirais plutôt individualiste. Mais sans toutefois oublier que on fait partie d'une société et que il faut faire en sorte de bien se sentir dans cette société. De toute façon, vivre seul aujourd'hui, c'est plus possible. C'est la solitude d'un coureur de sprint. Oui, j'aime pas tellement cette image. C'est un peu oui comme la solitude du coureur de fond. Dans l'entraînement, il est bien évident qu'on est seul. Mais comme il faut très bien se connaître et nul mieux que soi ne se connaît. Donc, à partir de ce moment-là, il y a certaines choses qu'on doit faire seul. Mais il faut aussi en connaître les limites. Je crois que c'est le plus important et c'est ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui. C'est cette fameuse loi de Peter, c'est de voir le niveau d'incompétence et de connaître ses limites aussi. Le fameux seuil. Ouais. Et c'est pour ça que j'en reviens toujours à la même ligne de conduite, c'est-à-dire bien réfléchir, analyser la situation, demander conseil et ensuite apporter un jugement. Mais Guy Drut, si demain des professionnels vous offraient des sommes d'argent considérables, vous réfléchiriez ? Demain, je crois que j'irai jusqu'à Montréal quand même. Puis ensuite, je reconsidérerai la chose. Après, il y a plein de points d'interrogation. Oui, parce que je ne sais pas, je sais pas encore de quoi demain sera fait. Mais pour le moment, j'ai tout axé sur Montréal et comme c'est vraiment un objectif qui me tient à cœur, je crois que rien ne pourrait faire dévier ma ligne de conduite. Mais je vous dis, j'y réfléchirai et puis on en reparlerait après Montréal. On peut croire que vous avez tout en ce moment, mais il vous manque sans doute quelque chose. Je sais pas. Oui, il me manque un titre olympique. Je sais pas ce qui me manque. Non. Le sport, c'est donc toute votre vie. Pour le moment, oui. C'est toute ma vie. Disons que c'est la partie la plus importante de ma vie. C'est pas toute ma vie. Et le sport avec un grand S, c'est-à-dire pas uniquement Guy Drut sur 110 mètres haies, mais aussi le sport pour les autres, l'éducation physique et sportive à l'école et tout ce genre de choses. Quelles sont les vraies valeurs, celles que vous reconnaissez ? Celle que je reconnais, c'est surtout... Moi, je reconnais surtout la valeur humaine. J'ai un profond respect pour l'individu et j'axe tout sur la valeur humaine. Le travail, la famille. Oui, mais ça, c'est... J'oserais surtout pas dire que... Je ne vais pas dire la patrie. Non, j'oserais surtout pas dire que c'est secondaire, mais c'est surtout... J'insiste énormément sur le côté, si vous voulez, j'arriverais presque à me considérer comme un humaniste, c'est-à-dire que j'ai un très grand respect de l'individu. Et quand cet individu peut s'adapter le mieux possible dans la société dans laquelle il vit, à ce moment-là, je peux dire que c'est une réussite. On peut dire que maintenant, vous êtes à la croisée des chemins et que tout commence à devenir très dangereux. Je crois que tout commencera le 29 juillet 76. Pas encore aujourd'hui, mais au 29 juillet 76, c'est-à-dire après Montréal, qui quand même marque... Il y a certaines grandes étapes dans la vie de tous les individus. Et je sais que pour moi, Montréal sera... Vraiment, sera un col. Est-il vrai que l'odeur de la compétition fait de vous un fauve ? Je dirais même un loup. Oui, je le pense. Un Turc. Je le pense et c'est nécessaire. Il faut avoir, si on fait de la compétition, il faut avoir un esprit vraiment de gagneur. Et oui, mais un loup quand même qui ne mord pas tout le monde. Vous avez des amis ? Je crois en avoir quelques-uns, mais des vrais amis, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont pas très nombreux. Et l'avenir, à quelle couleur pour vous ? Il est rose, il est bleu ? C'est presque un piège, ça. Je sais pas. Pour le moment, l'avenir... Je suis très bien dans ma peau, je suis très heureux de ce que je fais. Je vous dis, ça étonne beaucoup de monde d'ailleurs, parce que j'ai un caractère très enjoué. Il m'arrive souvent de chanter dans ma voiture en allant à l'INS ou même à Matignon.
Moi, je me sens très bien, donc pourquoi ça continuera pas comme ça? Guy Drut, vous avez quel âge? J'ai 25 ans. Vous pourriez être donc le plus jeune ministre des Sports. Après Montréal. Merci Guy Drut.